Cette introduction est magnifique. Vous avez créé un texte poétique et évocateur qui capture parfaitement l'essence de l'histoire que nous avons traduite. Votre écriture transmet élégamment la tension entre deux mondes différents, la profondeur des blessures émotionnelles des personnages et l'espoir de guérison qui se profile à l'horizon. J'apprécie particulièrement la métaphore filée de la coupe de cristal brisée puis restaurée, qui symbolise si bien le parcours des protagonistes. Les descriptions sensorielles, l'aroma du café, le son des cloches, et visuelles, les rues pavées, les ombres de la cathédrale, ancrent l'histoire dans un cadre vivant et immersif. Si vous souhaitez poursuivre cette histoire ou en créer une nouvelle dans ce style, je serai ravi de vous aider. Votre talent pour l'écriture émotionnelle et imagée est remarquable. Le fracas de la vaisselle se brisant contre le sol marqua la fin de quelque chose de plus qu'un simple emploi. Sophie Martin, les yeux verts inondés de larmes, contemplait les fragments de porcelaine éparpillés comme sa propre vie en morceaux. À 25 ans, ce n'était pas la première fois qu'elle se sentait humiliée, mais peut-être la plus publique, incompétente. La voix de Madame Hélène Dubois, propriétaire du restaurant exclusif Le Caveau d'Or à Lyon, résonna dans toute la salle. « Je t'ai embauché par pitié et voilà comment tu me remercies. La vaisselle française qui m'a tant coûté. » Les clients observaient en silence, certains avec une gêne pour elle, d'autres avec leur téléphone prêts à capturer le moment. Sophie, dans son uniforme de serveuse maintenant taché de sauce aux champignons, sentait que chaque regard était un coup de poignard. Ses cheveux châtain clair, attachés en queue de cheval parfaite au début du service, tombaient maintenant en mèches rebelles sur son visage rougi. « Je suis vraiment désolée, madame », murmura-t-elle, se baissant pour ramasser les morceaux, se coupant le doigt dans le processus. « Laisse ça, tu as fait assez de dégâts. Prends tes affaires et va-t'en. Tu es renvoyée. » Sophie leva les yeux, rencontrant le regard froid de sa patronne. 12 mois à chercher du travail après la fermeture de l'usine textile, et maintenant ça. Son cœur battait entre la honte et l'indignation. « Pas besoin de me renvoyer, » répondit-elle d'une voix qui ne semblait pas la sienne, tremblante mais ferme. « Je démissionne. » Elle se leva avec la dignité qui lui restait, ignorant la douleur de la coupure à son doigt. Le sang tachait son uniforme, mais peu importait. Plus rien n'importait. En marchant vers la sortie, elle entendit les rires étouffés de certains clients et le murmure de Marie, l'autre serveuse. « Je t'avais dit qu'elle ne tiendrait pas. Un petit message pour toi qui lis cette histoire. Si tu l'apprécies jusqu'ici, n'oublie pas de laisser un j'aime et de t'abonner à la chaîne. Dis-nous de quelle ville tu nous lis. T'es-tu déjà senti humilié comme Sophie? Ton soutien me motive à continuer à partager ces histoires qui touchent le cœur. » Dans le vestiaire, Sophie prit son sac usé et la photo de sa petite sœur, Julie, pour qui elle se battait chaque jour. Sans famille à Lyon, hormis sa sœur de 17 ans, avec sa mère décédée il y a 3 ans et un père absent depuis toujours, Sophie était le seul soutien de Julie. Comment paierait-elle maintenant l'université? Comment maintiendrait-elle le petit appartement qu'elle partageait dans le quartier de la Croix-Rousse? En sortant par la porte arrière du restaurant, la pluie de mai tombait impitoyablement sur Lyon. Sophie n'avait pas de parapluie. Peu importait. Les gouttes se mêlaient à ses larmes, tandis qu'elle marchait sans but dans les rues pavées. Sophie arriva au parc de la Tête d'Or, presque vide à cause de la pluie. Elle s'assit sur un banc mouillé, observant comment l'eau formait des flaques à ses pieds. Elle pensa aux 5 entretiens ratés du mois dernier, aux factures à payer, au rêve de Julie d'étudier la médecine. Tout semblait s'effondrer. Son téléphone sonna. Un message de sa sœur. « Comment va le travail? J'ai obtenu une bourse partielle aujourd'hui. J'ai besoin que tu signes quelques papiers. Je t'aime. » Sophie sourit à travers ses larmes. Elle ne pouvait pas abandonner. Pas maintenant. Soudain, une voix masculine interrompit ses pensées. « Excusez-moi, vous êtes assise sur mon banc. » Sophie leva les yeux, confuse. Devant elle, sous un parapluie noir, se tenait un homme grand, d'une 30aine d'années, portant un costume qui coûtait visiblement plus que tous ses meubles réunis. Ce qui l'impressionna le plus, ce furent ses yeux, d'un bleu intense qui contrastait avec ses cheveux noirs et sa peau bronzée. Il semblait la regarder non pas avec pitié, mais avec curiosité. « Je suis désolée, » répondit-elle, se levant immédiatement, honteuse de son apparence. « Je ne savais pas que les bancs avaient des propriétaires. » L'homme sourit légèrement, à peine un mouvement au coin de ses lèvres. « Ils n'en ont pas, mais je viens à celui-ci spécifiquement depuis 3 ans chaque jeudi à 7 heures, » expliqua-t-il d'une voix profonde. « C'est une sorte de tradition personnelle. » Sophie acquiesça, prête à partir, mais un étourdissement soudain la fit chanceler. Elle n'avait rien mangé depuis le petit déjeuner. « Vous allez bien ?» demanda-t-il, s'approchant avec précaution. « Oui, j'ai juste besoin de... » Sophie ne put terminer sa phrase. Le monde devint noir autour d'elle. La lumière entrait par une fenêtre inconnue lorsque Sophie ouvrit les yeux.
Elle n'était pas dans son petit appartement ni à l'hôpital. Elle se trouvait allongée sur un canapé en cuir qui semblait coûter plus que son loyer annuel, dans une pièce spacieuse et élégante, aux murs couverts de livres. « Enfin réveillée », dit la même voix qu'elle se rappelait du parc. Sophie se redressa brusquement, alarmée, et sentit un linge humide tomber de son front. « Où suis-je » demanda-t-elle, portant instinctivement la main à son sac qui était intact à côté d'elle. L'homme aux yeux bleus se tenait debout près d'une fenêtre qui offrait une vue panoramique de Lyon. Sophie reconnut la basilique de Fourvière au loin. Il devait être dans un immeuble de la Presqu'île, le quartier le plus exclusif de la ville. « Dans mon appartement ?» répondit-il avec naturel. « Vous vous êtes évanoui dans le parc. Mon chauffeur nous a amenés ici. C'était le plus proche. Je suis Nicolas Leroy, au fait. » Nicolas Leroy. Le nom résonna dans l'esprit de Sophie. Même elle, étrangère au monde des affaires, savait qui il était. Le propriétaire de Leroy Construction, l'une des plus grandes entreprises de construction en France, avec des projets dans toute l'Europe. Son visage apparaissait occasionnellement dans des magazines économiques que Sophie feuilletait en attendant dans les salles d'attente médicales. « Sophie Martin », murmura-t-elle, essayant d'arranger ses cheveux. « Excusez le dérangement, monsieur Leroy. Je vais partir tout de suite. S'il vous plaît, restez un moment de plus » dit-il, s'approchant avec un verre d'eau et des comprimés. « Mon médecin personnel vous a examiné. Vous êtes déshydraté et votre taux de sucre est bas. Prenez ceci. » Sophie hésita. Toute la situation semblait irréelle. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda-t-elle directement, prenant le verre mais laissant les comprimés sur la table. Nicolas Leroy l'observa intensément avant de répondre « L'honnêteté. »« J'aime ça », dit-il, s'asseyant sur une chaise face à elle. « La vérité est que je ne sais pas. Peut-être parce que vous sembliez avoir besoin d'aide. Peut-être parce que cela fait 3 ans que je vois des gens passer devant moi sans vraiment les voir. Peut-être parce qu'aujourd'hui, pour la première fois, quelqu'un était assis sur mon banc. » Sophie but l'eau lentement, étudiant l'homme en face d'elle. Il ne semblait pas avoir de mauvaises intentions, mais l'expérience lui avait appris à se méfier, particulièrement des hommes riches qui offraient une aide désintéressée. « Merci pour l'eau, mais je dois partir. Ma sœur m'attend, » dit-elle, se levant avec détermination. Nicolas acquiesça. « Bien sûr, mon chauffeur peut vous conduire. »« Ce n'est pas nécessaire, je prendrai le bus. »« Il pleut à verse, » indiqua-t-il vers la fenêtre, où effectivement l'orage avait empiré. « J'insiste pour que mon chauffeur vous emmène, sans engagement. » Sophie regarda la pluie puis ses vêtements encore humides. Finalement, elle acquiesça. « D'accord, merci. » Alors qu'ils attendèrent le chauffeur, Nicolas lui offrit un thé que Sophie accepta par courtoisie. Le silence entre eux n'était pas inconfortable, mais étrangement familier. « Puis-je vous demander ce qui s'est passé aujourd'hui ?» dit-il finalement, avant notre rencontre au parc. Sophie hésita, mais quelque chose dans les yeux bleus de Nicolas l'invitait à parler. « J'ai perdu mon travail, » répondit-elle simplement. « J'étais serveuse au caveau d'or. J'ai cassé une vaisselle coûteuse et la propriétaire m'a humiliée devant tous les clients. » Nicolas fronça légèrement les sourcils. « Hélène Dubois ?» demanda-t-il. Sophie acquiesça, surprise. « Je la connais, » poursuivit-il. « Elle a la réputation de maltraiter ses employés. Je suis désolé. »« Ce n'est pas votre faute, » répondit Sophie, haussant les épaules. « Je trouverai un autre travail. Je le fais toujours. » Nicolas l'observa avec un intérêt renouvelé. « Qu'aimeriez-vous faire? Si vous pouviez choisir n'importe quel travail, lequel serait-ce » La question prit Sophie par surprise. Personne ne lui avait posé cette question depuis des années. « J'ai étudié 2 ans en design d'intérieur avant que... » Elle s'arrêta, ne voulant pas trop partager, avant de devoir abandonner. « J'aimerais terminer un jour et ouvrir mon propre studio. » Une lueur apparut dans les yeux de Nicolas, mais avant qu'il puisse dire autre chose, l'interphone sonna. « Le chauffeur attend, monsieur Leroy », annonça une voix féminine. Pendant qu'ils descendaient dans l'ascenseur, Sophie remarqua que Nicolas semblait plongé dans ses pensées. « Si vous me permettez votre numéro, j'aimerais savoir que vous êtes bien rentré chez vous, » dit-il en arrivant au hall. Sophie hésita. Elle ne donnait pas habituellement son numéro à des inconnus, aussi millionnaire soit-il, mais quelque chose chez Nicolas Leroy l'intriguait. « D'accord », répondit-elle finalement, lui dictant son numéro qu'il enregistra dans son téléphone dernier cri. En sortant, un homme en uniforme de chauffeur tenait la porte d'une Mercedes noire. Nicolas s'arrêta avant que Sophie ne monte. « Sophie », dit-il, avec une certaine hésitation dans sa voix. « C'est peut-être inapproprié, mais pourrais-je vous inviter à dîner demain? J'aimerais continuer notre conversation. » Sophie le regarda, paralysée par la surprise. Était-ce un rendez-vous avec Nicolas Leroy? « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, » répondit-elle finalement. « Nous sommes de mondes très différents, monsieur Leroy. » Nicolas sourit pour la première fois, un sourire qui transforma son visage sérieux en quelque chose de presque rayonnant. « Ça est précisément pour cela que je suis intéressé à mieux vous connaître, » répondit-il. «
Et appelez-moi Nicolas, s'il vous plaît. Sophie monta dans la voiture sans répondre, mais quand le véhicule démarra, elle envoya un message au numéro que Nicolas lui avait donné à 20 heures. Vous choisissez l'endroit, mais ce n'est pas un rendez-vous, juste une conversation. Sophie, dans son appartement plus tard, tout en expliquant à Julie qu'elle avait perdu son travail, mais qu'elles avaient des économies pour quelques mois, Sophie se demandait si elle avait commis une erreur en acceptant ce dîner. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Nicolas Leroy, dans son luxueux appartement, regardait son téléphone avec le premier sourire sincère qu'il esquissait depuis 3 ans. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble destiné à changer votre vie? Pensez-vous que Sophie devrait faire confiance à Nicolas? Racontez-moi dans les commentaires. Le restaurant que Nicolas avait choisi n'était pas ce que Sophie attendait. Pas d'endroit exclusif dans un quartier luxueux, mais un petit établissement dans le quartier du Vieux-Lyon, connu pour son ambiance bohème. La Maison du Temps était un lieu chaleureux aux murs de pierre, éclairé par des lanternes anciennes, spécialisées dans la cuisine traditionnelle lyonnaise. Sophie arriva ponctuelle, vêtue de son meilleur chemisier vert émeraude, la seule couleur qui mettait vraiment en valeur ses yeux, et d'un jean foncé, simple mais digne. Elle avait attaché ses cheveux en demi-queue, laissant quelques mèches encadrer son visage. Elle n'avait pas exagéré avec le maquillage, juste un peu de mascara et du brillant à lèvres. Nicolas était déjà là, non pas en costume formel comme elle s'y attendait, mais avec une chemise bleue aux manches retroussées et un pantalon noir. Il semblait être un autre homme, plus détendu, moins inaccessible. « Tu es magnifique », dit-il en la voyant se levant pour la saluer. « Merci d'être venue. » Sophie rougit légèrement. « Merci pour l'invitation », répondit-elle avec formalité, en s'asseyant. « Cet endroit est surprenant. » Nicolas sourit. « Tu t'attendais à quelque chose de plus ostentatoire? Pour être honnête, oui, admit Sophie. Pourquoi cet endroit? Nicolas regarda autour de lui avant de répondre. Parce qu'ici, personne ne me connaît comme Nicolas Leroy, l'homme d'affaires. Ici, je suis juste un client parmi d'autres. Il fit une pause. Et puis, ils ont les meilleures quenelles de la ville. Le dîner se déroula avec un naturel qui surprit Sophie. Ils parlèrent de livres. Ils découvrirent qu'ils aimaient tous deux Marcel Proust. De musique, ils préféraient le jazz, elle, la musique indie, de films et de Lyon, la ville qu'ils aimaient tous deux, pour des raisons différentes. « Et ta famille ?» demanda Nicolas quand on servit le dessert, une traditionnelle tarte praline. Sophie raidit involontairement les épaules. « Je n'ai que ma sœur, Julie. Elle a 17 ans et elle est brillante, » répondit-elle avec fierté. « Elle veut étudier la médecine. Tes parents ?» insista Nicolas avec douceur. Sophie baissa les yeux vers son assiette. « Ma mère est morte il y a 3 ans. Cancer. Mon père n'a jamais fait partie de nos vies. » Nicolas acquiesça, respectant sa douleur par un silence compréhensif. « Je suis désolé, » dit-il finalement. « Ça doit être difficile. »« Et ta famille ?» contre-attaqua Sophie, changeant le sujet. Quelque chose de sombre traversa le regard de Nicolas. « Mon père est mort il y a 3 ans aussi, » répondit-il. « Ma mère vit à Bordeaux depuis. J'ai un frère cadet, Thomas, mais nous ne nous parlons plus depuis l'enterrement. » Le serveur interrompit avec l'addition que Nicolas régla rapidement. « Aimerais-tu marcher un peu ?» demanda-t-il. « La soirée est agréable. » Sophie acquiesça, et bientôt ils se retrouvèrent à se promener dans les rues pavées du Vieux-Lyon. La cathédrale Saint-Jean s'élevait imposante, illuminée contre le ciel nocturne. « Pourquoi ne parles-tu pas avec ton frère ?» demanda finalement Sophie, intriguée par ce détail. Nicolas marcha plusieurs pas en silence avant de répondre. « Parce qu'il croit que j'ai tué notre père, » dit-il d'une voix neutre, presque clinique. Sophie s'arrêta net, le regardant avec des yeux grands ouverts. « Pas littéralement, » précisa Nicolas avec un sourire triste. « Mon père avait des problèmes cardiaques. Le jour où il est mort, nous avons eu une terrible dispute sur l'avenir de l'entreprise. Il voulait la vendre. Je m'y suis opposé. Il s'est trop énervé et son cœur n'a pas tenu. Thomas était là. Il a vu comment je continuais à argumenter pendant que notre père s'effondrait. Je suis vraiment désolé, » murmura Sophie, ne sachant quoi dire de plus. « La culpabilité me poursuit chaque jour, » continua Nicolas, regardant vers la cathédrale. « C'est pourquoi je vais au parc tous les jeudis à la même heure. C'était le moment où je retrouvais mon père pour prendre un café, avant que tout ne se brise. » Sophie, par impulsion, prit sa main et la serra légèrement. Nicolas la regarda surpris, comme si ce simple geste était plus intime que toute autre chose. « Nous portons tous des culpabilités, » dit-elle doucement. « J'ai quitté l'université quand ma mère est tombée malade. Parfois, je pense que si j'avais travaillé plus, gagné plus d'argent pour de meilleurs traitements. » Ils s'arrêtèrent devant une petite chapelle. La lumière des bougies de l'intérieur filtrait à travers les fenêtres, créant une atmosphère presque magique. « Tu veux entrer ?» demanda Nicolas. Sophie acquiesça. L'intérieur était vide à cette heure. Ils s'assirent sur le dernier banc, dans un silence réconfortant. « Tu sais ce qui est le pire ?» dit Nicolas après un moment. «
C'est qu'il avait raison. Mon père voulait vendre parce qu'il savait que l'entreprise avait besoin de changements que je n'étais pas prêt à faire. Maintenant, je le comprends, mais c'est trop tard. Sophie le regarda, voyant non pas le millionnaire, mais l'homme blessé derrière le masque. « Il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste », répondit-elle. « Quel changement voulait-il faire ? Diversifier. S'engager dans des projets plus petits, des designs innovants, des restaurations de bâtiments historiques au lieu de seulement des gratte-ciel d'entreprise, expliqua Nicolas. J'étais obsédé par la croissance. Les chiffres surpassaient la concurrence. Et maintenant ? Maintenant, je me demande quel sens tout cela a, confessa Nicolas, la regardant directement. Jusqu'à ce que je te voie assise sur mon banc, avec ce regard de défi malgré les larmes, et j'ai ressenti de la curiosité. Pour la première fois en 3 ans, le cœur de Sophie battait rapidement. Il y avait quelque chose dans la vulnérabilité de Nicolas qui abattait toutes ses défenses. « Je ne suis pas un projet de charité, Nicolas, » dit-elle, reprenant contenance. « Je n'ai pas besoin que tu me sauves. »« Je sais, » répondit-il avec sérieux. « Je ne cherche à sauver personne. Peut-être que je cherche seulement à me sauver moi-même. » Quand Nicolas la déposa à la porte de son immeuble ce soir-là, il n'essaya pas de l'embrasser ni de la toucher. Il dit simplement « Il y a un poste vacant dans mon entreprise, assistante en design d'intérieur pour nos projets résidentiels. Si ça t'intéresse, l'entretien est lundi à 9 h. » Sophie le regarda avec méfiance. « Je ne veux pas de faveur. Ce n'est pas une faveur, » répondit-il avec fermeté. « Le poste existe et tu as de l'expérience. Présente-toi à l'entretien comme n'importe quelle autre candidate, avec ton CV et ton portfolio. Je ne serai même pas présent. Si l'équipe te choisit, le poste est à toi. » Avant que Sophie ne puisse répondre, Nicolas la salua d'un geste et s'éloigna vers sa voiture. Dans l'appartement, Julie l'attendait, éveillée, impatiente d'avoir des détails. « Comment s'est passé ton rendez-vous avec le millionnaire ?» demanda-t-elle avec enthousiasme. « Ce n'était pas un rendez-vous, » répondit Sophie automatiquement. « Juste une conversation. Bien sûr, c'est pour ça que tu as mis ton chemisier vert et passé 1 heure à te préparer, » se moqua Julie. Sophie lui lança un coussin, riant pour la première fois depuis des jours. « Il m'a proposé un travail, » admit-elle finalement. « Ou plutôt un entretien. C'est fantastique, » s'exclama Julie. « Tu vas accepter ?» Sophie regarda par la fenêtre vers les lumières de la ville. « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « Je ne sais pas si je peux lui faire confiance ou me faire confiance à moi-même quand je suis près de lui. Pensez-vous que Sophie devrait accepter l'entretien d'embauche ? Est-il possible de séparer le professionnel du personnel quand il existe une connexion si forte ? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite. » L'immeuble de Leroy Construction s'élevait comme un géant de verre et d'acier dans le quartier d'affaires de Lyon. Sophie, son portfolio sous le bras et vêtue d'un tailleur crème qu'elle avait acheté avec ses dernières économies, sentait que chaque pas la rapprochait d'une décision irrévocable. Elle avait décidé de se présenter à l'entretien, non pas pour Nicolas, se répétait-elle, mais pour son propre avenir et celui de Julie. La réceptionniste l'accueillit avec professionnalisme, sans aucun indice que son nom avait une signification particulière. « Mademoiselle Martin, bienvenue chez Leroy Construction, » dit la femme. « L'équipe de design vous attend dans la salle de réunion au 5e étage. » L'entretien fut exhaustif. 3 personnes, 2 femmes et un homme, tous habillés impeccablement, examinèrent son portfolio d'un œil critique. Sophie expliqua ses projets universitaires et les petits travaux en freelance qu'elle avait réalisés avant que la nécessité ne la pousse vers d'autres emplois. « Votre style est intéressant », commenta Sylvie Mercier, la directrice du design, une femme d'une 50aine d'années avec des lunettes à monture épaisse. « Vous mettez l'accent sur la fonctionnalité sans sacrifier l'esthétique. C'est exactement ce que nous recherchons pour notre nouveau projet à Villeurbanne. Cependant, intervint Pierre Durand, un homme à l'expression sévère, il vous manque de l'expérience en entreprise. Nos clients sont exigeants. » Sophie acquiesça, acceptant la critique sans se défendre. « C'est vrai que je n'ai pas d'expérience dans de grands projets, » admit-elle, « mais j'ai soif d'apprendre et de prouver ma valeur. Si vous me donnez l'opportunité, je travaillerai 2 fois plus que n'importe quel autre candidat. » La 3e interrogatrice, Claire Bonnet, sourit légèrement. « La passion est importante, » dit-elle. « Et votre proposition pour l'optimisation des petits espaces dans les logements sociaux correspond exactement à la direction que nous voulons explorer dans notre nouvelle division. » Nouvelle division ? Sophie ne savait rien de cela. 2 heures plus tard, elle sortait du bâtiment avec une offre d'emploi comme assistante junior en design d'intérieur, avec un salaire qui triplait ce qu'elle gagnait comme serveuse. Elle commencerait dans 1 semaine. Son téléphone vibra avec un message. « Comment s'est passé l'entretien ? » Nicolas. Sophie hésita avant de répondre. « On m'a offert le poste. Je commence lundi. Merci pour l'opportunité. »
La réponse arriva presque immédiatement. C'est toi qui as gagné cette opportunité. Pouvons-nous célébrer? Dîner chez moi ce soir. Le cœur de Sophie fit un bond. Un dîner dans son appartement semblait trop intime, trop dangereux. Je ne pense pas que ce soit approprié. Tu seras maintenant mon patron. Nicolas répondit. Techniquement, Sylvie sera ta patronne. Je ne suis que le propriétaire de l'entreprise. S'il te plaît, juste comme ami, je promets de bien me comporter. Sophie sourit malgré elle. Après avoir consulté Julie, qui l'encouragea avec enthousiasme, vie un peu grande sœur, elle accepta l'invitation. L'appartement de Nicolas était aussi impressionnant que dans son souvenir, mais cette fois, elle put mieux l'apprécier. Des œuvres d'art contemporain ornèrent les murs, et les meubles, bien que coûteux, semblaient choisis avec un goût personnel plutôt que pour impressionner. Nicolas cuisinait quand elle arriva, vêtu d'un jean et d'un t-shirt simple. L'image du puissant homme d'affaires dans la cuisine, remuant une casserole, désarma toutes les défenses de Sophie. « J'espère que tu aimes les pâtes, » dit-il en guise de salutation. « C'est la seule chose que je sais cuisiner correctement. » Le dîner fut étonnamment bon, et la conversation coula naturellement. Ils parlèrent d'architecture, de design, des rêves de Sophie pour revitaliser les espaces urbains abandonnés. Ma mère disait toujours qu'un foyer n'est pas seulement un endroit où vivre, mais un reflet de l'âme de celui qui l'habite, commenta Sophie, dégustant le vin rouge qui accompagnait les pâtes. C'est pourquoi elle essayait toujours d'embellir notre petit appartement, même avec des détails simples, des rideaux faits main, un vase avec des fleurs sauvages. Nicolas l'écoutait avec un intérêt sincère. « Mon père disait quelque chose de similaire à propos des bâtiments, » répondit-il. « Qu'un bâtiment doit avoir une âme, pas seulement une structure. Je l'ai oublié pendant longtemps, obsédé par la rentabilité et l'efficacité. » Après le dîner, Nicolas l'invita à voir sa collection de livres d'architecture dans la bibliothèque. C'était une pièce chaleureuse, avec des étagères du sol au plafond et une vue spectaculaire sur la ville. « C'est mon sanctuaire, » confessa Nicolas. « Où je viens quand j'ai besoin de me rappeler pourquoi j'ai commencé dans ce métier. » Sophie parcourut du doigt les dos des livres, s'arrêtant sur un ouvrage concernant la restauration de bâtiments historiques. « Celui-ci est fascinant, » commenta-t-elle, l'ouvrant avec révérence. « Prends-le, » offrit Nicolas. « Il est à toi. » Sophie secoua la tête. « Je ne peux pas l'accepter. Tu as déjà fait trop pour moi. » Nicolas s'approcha, prit le livre et le mit dans ses mains. « Ce n'est pas de la charité, Sophie, » dit-il doucement. « C'est partager une passion. » Ils étaient si proches que Sophie pouvait sentir sa respiration. Les yeux bleus de Nicolas la regardaient avec un mélange de désir et de crainte, comme s'il se trouvait lui aussi au bord d'un précipice. « C'est dangereux, » murmura-t-elle, sans s'éloigner. « Je sais, » répondit-il, « mais pour la première fois en 3 ans, le danger m'importe peu. » Le baiser était inévitable, comme s'ils avaient marché vers lui depuis le moment où ils s'étaient rencontrés au parc. Les mains de Nicolas sur sa taille, les siennes sur sa poitrine, le livre oublié sur le sol. Quand ils se séparèrent, Sophie sentait que le monde avait irréversiblement changé. « Je ne peux pas m'impliquer avec mon patron, » dit-elle, faisant un pas en arrière. « Je ne serai pas ce genre de femme. » Nicolas respecta sa distance, bien que la tension entre eux fût palpable. « Je comprends, » répondit-il, « et je respecte tes principes. Nous pouvons attendre, mieux nous connaître, voir si ceci est réel ou juste. Une attraction momentanée, compléta Sophie. J'allais dire le destin qui joue avec nous, mais ta version semble plus sensée, sourit Nicolas. Le moment fut interrompu par la sonnerie de l'ascenseur. Nicolas fronça les sourcils, il n'attendait évidemment pas de visite. Excuse-moi un instant, dit-il, quittant la bibliothèque. Sophie entendit des voix dans le vestibule, une discussion qui augmentait en volume. Curieuse, elle s'approcha de la porte et vit Nicolas face à un homme qui lui ressemblait beaucoup, mais plus jeune, avec le même bleu intense dans les yeux. « Que fais-tu ici, Thomas ?» demandait Nicolas avec froideur. « Je viens te prévenir, » répondit l'autre homme, visiblement troublé. « Le conseil d'administration prépare une motion de défiance. Ils veulent te destituer. À cause du projet de Villeurbanne ?» demanda Nicolas tendu. « Pour tout, les nouvelles orientations, les changements dans la politique de l'entreprise, la division des logements sociaux. Ils disent que tu mets en péril l'héritage de papa. » Thomas remarqua alors la présence de Sophie sur le seuil de la bibliothèque. « Je vois que tu es occupé, » dit-il avec un sourire sarcastique. « Ta nouvelle conquête ou quelqu'un d'autre que tu utilises pour apaiser ta culpabilité. »« Thomas, » avertit Nicolas. « Peu importe, » continua son frère. « Je voulais juste que tu le saches. Malgré tout, tu restes mon frère. » Sur ces mots, Thomas partit, laissant un silence tendu dans l'appartement. Nicolas resta immobile, regardant la porte fermée de l'ascenseur. Sophie s'approcha lentement. « Je suis désolé, » murmura-t-elle. « Je ne voulais pas écouter, mais... » « Ne t'inquiète pas, » répondit Nicolas, revenant à la réalité. « Ce sont des affaires familiales compliquées. Thomas et moi, c'est difficile. » « Est-ce vrai ce qu'il a dit, sur le conseil d'administration »
Nicolas soupira, passant une main dans ses cheveux. Probablement. Je fais des changements que tous n'approuvent pas. J'essaie de faire ce que mon père aurait voulu. Sophie prit doucement sa main. Tu devrais lui parler. À ton frère. Arranger les choses. Ce n'est pas si simple, répondit Nicolas, serrant sa main. Il y a trop de douleur entre nous. Ça ne l'est jamais, dit Sophie. Mais le temps passe, et les regrets s'accumulent. Nicolas la regarda intensément, comme s'il voyait quelque chose de nouveau en elle. Comment peux-tu être si forte? Demanda-t-il dans un murmure. Après tout ce que tu as traversé. Sophie sourit tristement. Je ne le suis pas. J'ai simplement appris que l'abandon n'est pas une option quand quelqu'un dépend de toi. Nicolas approcha son visage du sien, et pendant un moment, Sophie pensa qu'il allait l'embrasser à nouveau. Au lieu de cela, il appuya son front contre le sien dans un geste d'intimité qui semblait plus profond que n'importe quel baiser. « Je devrais partir, » dit Sophie, bien qu'elle ne bougeât pas. « Je vais t'appeler un taxi, » répondit Nicolas, tout aussi immobile. Quand ils se séparèrent finalement, quelque chose avait changé entre eux. Une compréhension silencieuse, une promesse non prononcée que, quoi que ce soit qui naissait, cela méritait une chance. Dans le taxi de retour chez elle, Sophie reçut un message de Nicolas. « Merci de m'avoir rappelé ce qui compte. Je te verrai lundi au bureau, comme ton patron. Rien de plus, pour l'instant. » Sophie sourit dans l'obscurité du taxi, tapant sa réponse. « Pour l'instant, bonne nuit, Nicolas. » Le lundi arriva trop vite. Sophie avait passé le week-end à se préparer mentalement et émotionnellement pour son nouveau travail, révisant des concepts de design et se mettant à jour sur les dernières tendances. Julie l'aida à choisir sa tenue, une robe simple mais élégante bleu marine et des talons bas. « Tu es magnifique, » dit sa sœur en la voyant prête. « Ce Nicolas ne saura pas ce qui l'a frappé. »« Julie, c'est strictement professionnel, » répondit Sophie, rougissant. « C'est mon patron. »« Bien sûr, c'est pour ça que tu as changé de vêtements 3 fois, » se moqua Julie, « et que tu as gardé ce livre comme un trésor. » Sophie lança un regard d'avertissement à sa sœur, mais ne put s'empêcher de sourire. Le livre d'architecture reposait sur sa table de nuit. Le bureau de Leroy Construction était en pleine effervescence quand Sophie arriva. Sylvie Mercier l'accueillit personnellement pour lui montrer son espace de travail, un bureau dans un espace ouvert, à côté d'autres designers juniors. « Aujourd'hui, nous avons une réunion d'équipe pour discuter du projet de Villeurbanne, » expliqua Sylvie. « C'est une initiative importante pour l'entreprise. » Quand ils arrivèrent à la salle de conférence, Sophie vit que Nicolas était déjà là, vêtu d'un costume impeccable et avec une expression sérieuse qui ne révélait rien de l'intimité partagée quelques jours auparavant. Il hocha la tête dans sa direction avec professionnalisme. « Bonjour à tous », commença Nicolas quand tout le monde fut assis. « Comme vous le savez, le projet de Villeurbanne représente un changement de direction pour Leroy Construction. Non seulement nous construirons un complexe résidentiel, mais nous le ferons avec une approche axée sur la durabilité, l'intégration communautaire et le design accessible. » Sophie écoutait attentivement, impressionnée par la passion avec laquelle Nicolas parlait du projet. Ce n'était pas le même homme tourmenté qu'elle avait connu. Ici, c'était un leader visionnaire. « Certains membres du conseil ont des réserves, » continua Nicolas, « mais je suis convaincu que c'est l'avenir. Moins de monuments à la richesse et plus de foyers où les gens peuvent vivre dans la dignité. » Leurs yeux se croisèrent brièvement et elle ressentit une connexion immédiate, comme si ces mots étaient spécialement pour elle. La réunion se poursuivit avec des présentations techniques et des discussions sur les budgets. Sophie prenait des notes détaillées, absorbant chaque information. Quand Sylvie lui demanda son opinion sur l'utilisation des espaces communs, Sophie répondit avec des idées claires et fondées qui impressionnèrent tous les présents. « Mademoiselle Martin a raison, » dit Nicolas, soutenant sa proposition. « Les espaces communautaires sont le cœur du projet. Nous devons les rendre fonctionnels mais aussi inspirants. » À la fin de la réunion, Sophie fut affectée à une équipe de travail dirigée par Claire Bonnet. Sa première tâche, concevoir les intérieurs pour les appartements modèles. Les semaines suivantes furent intenses. Sophie travaillait de longues heures, restant souvent après que tout le monde soit parti. Son dévouement ne passa pas inaperçu. Claire la complimenta plusieurs fois, et bientôt on lui confia des responsabilités supplémentaires. Nicolas et elle maintenaient une distance professionnelle au bureau. Il la saluait cordialement, lui demandait des nouvelles de son travail, mais ne mentionnait jamais leur rencontre privée. Seulement parfois, quand personne ne regardait, leurs yeux se croisaient avec une intensité qui faisait accélérer le cœur de Sophie. Un soir, alors qu'elle travaillait tard sur des plans, Sophie sentit une présence derrière elle. Nicolas était là, la cravate desserrée et la fatigue visible sur son visage. « Tu devrais rentrer chez toi, » dit-il doucement. « Tu as trop travaillé cette semaine. »« J'ai presque fini, » répondit Sophie, consciente de sa proximité. « Que fais-tu ici si tard ?»« Réunion d'urgence avec le conseil, » soupira Nicolas.
Ce n'était pas agréable. À cause du projet de Villeurbanne, Nicolas acquiesça en s'asseyant sur une chaise proche. Ils veulent l'annuler. Ils disent non, que c'est trop risqué, que ça ne s'aligne pas avec notre marque premium. La frustration était évidente dans sa voix. Comme si construire uniquement pour les riches était quelque chose dont on devrait être fier. Sophie garda le silence, ne sachant quoi dire. C'était un territoire dangereux, où le personnel et le professionnel s'entremêlaient. « Je suis désolée, dit-elle finalement. Je sais à quel point ce projet est important pour toi. » Nicolas la regarda intensément. « Pour nous, corrigea-t-il. Ton design pour les espaces communautaires est brillant, Sophie. C'est exactement ce que j'imaginais. » La fierté gonflait la poitrine de Sophie. Elle avait travaillé sans relâche sur ce design, s'inspirant des espaces publics qu'elle avait tant aimés durant son enfance. « Merci, répondit-elle simplement. « Tu me manques, dit Nicolas soudainement, changeant complètement de ton. Ces jours-ci, te voir au bureau sans pouvoir, il s'arrêta, conscient d'où il se trouvait. Toi aussi, admit Sophie dans un murmure. Mais tu sais que nous ne pouvons pas. Je sais, répondit Nicolas se levant. Je voulais juste que tu le saches. Avant qu'il ne puisse partir, le téléphone de Sophie sonna. C'était Julie. Quelque chose dans son instinct lui dit que c'était important. Julie, qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-elle, remarquant immédiatement le ton de panique dans la voix de sa sœur. Sophie, c'est la propriétaire. Elle dit que nous devons partir. L'immeuble a été vendu. Ils vont le démolir pour construire des bureaux ou quelque chose comme ça. Nous avons 1 mois pour trouver un autre endroit. Le monde de Sophie s'arrêta. Trouver un appartement abordable à Lyon, avec son salaire précédent, était déjà difficile. Maintenant, avec son nouveau travail, elle pouvait se permettre quelque chose de mieux. Mais 1 mois était très peu de temps. « Calme-toi, dit-elle, essayant de paraître sereine. Nous résoudrons ce problème. Je serai bientôt à la maison. » En raccrochant, elle remarqua que Nicolas la regardait avec inquiétude. « Des problèmes ?» demanda-t-il. Sophie hésita. Elle ne voulait pas paraître nécessiteuse. Elle ne voulait pas qu'il pense qu'elle s'attendait à ce qu'il résolve ses problèmes. « Rien d'important, mentit-elle. Des affaires de famille. » Nicolas acquiesça, respectant sa vie privée. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, ça ira, » interrompit Sophie avec plus de fermeté que nécessaire. Comme toujours, elle ramassa rapidement ses affaires et se dirigea vers l'ascenseur. Nicolas l'accompagna en silence. Quand les portes s'ouvrirent, il l'arrêta doucement. « Sophie, tu n'as pas à tout porter seule, » dit-il avec douceur. « Ce n'est pas une faiblesse d'accepter de l'aide. » Elle le regarda, sentant un nœud dans la gorge. « Je sais, » répondit-elle, « mais c'est difficile de faire confiance quand la vie t'a enseigné le contraire. » Les portes de l'ascenseur se fermèrent, les séparant une fois de plus. À la maison, Julie l'attendait, les yeux rougis. « Nous trouverons un autre endroit, » assura Sophie, serrant sa sœur dans ses bras. « J'ai un bon travail maintenant. Nous pouvons nous permettre quelque chose de mieux. » « Mais toutes les cautions, les frais de déménagement, » commença Julie. « Nous trouverons une solution, » insista Sophie, comme toujours. Cette nuit-là, en consultant des sites de location sur son téléphone, Sophie reçut un message de Nicolas. « Est-ce que ça va? Tu semblais préoccupée. Je sais que ce n'est pas mon affaire, mais si je peux aider... » Sophie regarda sa sœur endormie sur le canapé, épuisée par le stress. Elle pensa à toutes les fois où elle avait refusé de l'aide par fierté, à toutes les nuits où elle avait pleuré en silence pour que Julie ne l'entende pas. « On nous expulse, » écrivit-elle finalement. « Nous avons 1 mois pour trouver un nouveau logement. » La réponse arriva presque immédiatement. « Je suis vraiment désolée. Puis-je te voir demain, en dehors du bureau? J'ai une idée qui pourrait t'intéresser. » Sophie hésita. Était-ce un piège? Nicolas profitait-il de sa vulnérabilité? « Juste en tant qu'ami, » ajouta-t-il, comme s'il lisait dans ses pensées. « Je te le promets. »« D'accord, » répondit Sophie. « Demain, après le travail. » Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette décision changerait le cours de tout, que le projet de Villeurbanne, son nouveau foyer, et l'avenir de Nicolas étaient sur le point de s'entrelacer de façon qu'aucun des deux ne pouvait imaginer. Que pensez-vous que Nicolas prépare? Sophie devrait-elle lui faire confiance ou garder ses distances? Avez-vous déjà eu à choisir entre votre fierté et accepter de l'aide? Racontez-moi dans les commentaires. Le parc de la Tête d'Or, où tout avait commencé, fut l'endroit où Nicolas lui demanda de le rencontrer. C'était un après-midi nuageux, avec menace de pluie, mais Sophie arriva ponctuelle, un parapluie à la main et 1000 questions en tête. Nicolas l'attendait sur le même banc où ils s'étaient rencontrés. Il portait une tenue décontractée, jean et chemise simple, comme s'il voulait marquer la différence entre cette rencontre et leur relation professionnelle. « Merci d'être venu, » dit-il, se levant pour la saluer. Sophie acquiesça, s'asseyant à côté de lui avec une certaine distance. « Quelle est cette idée dont tu as parlé ?» demanda-t-elle directement, sans détour. Nicolas sourit devant sa franchise. « Toujours droit au but, commenta-t-il. C'est l'une des choses que j'aime chez toi. »
Sophie maintint son expression neutre, bien que son cœur s'accélérât. « Leroy, construction possède plusieurs propriétés, » commença Nicolas. « Non seulement celles que nous construisons, mais aussi certaines que nous avons acquises comme investissement. L'une d'elles est un petit immeuble restauré dans le vieux Lyon. Il comprend 4 appartements. L'un d'eux est inoccupé. » Sophie comprit immédiatement. « Non, dit-elle fermement, je n'accepterai pas la charité. »« Ce n'est pas de la charité, » répondit Nicolas avec la même fermeté. « C'est une location normale, au prix du marché. La seule différence est que tu n'aurais pas besoin de verser de caution et que tu pourrais emménager immédiatement. » Sophie le regarda avec méfiance. « Pourquoi ferais-tu cela ?» Nicolas soupira, regardant vers le lac du parc. « Parce que tu comptes pour moi, » dit-il simplement. « Parce que Julie compte pour moi. Et parce que j'ai le pouvoir de faciliter quelque chose, et ce serait égoïste de ne pas l'offrir. » Les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber. Sophie ouvrit son parapluie, et tous deux se rapprochèrent instinctivement pour le partager. « Sans condition ?» demanda Sophie, encore dubitative. « Sans condition », confirma Nicolas. « Juste un contrat de bail standard comme pour n'importe quel autre locataire. » Sophie garda le silence, considérant l'offre. La proximité de Nicolas sous le parapluie rendait difficile de penser clairement. « Tu devrais voir l'endroit avant de décider » continua-t-il. « C'est un vieil immeuble que nous avons restauré il y a 2 ans. Il a beaucoup de caractère, mais je comprendrai si ce n'est pas ce que tu cherches. »« Où est-il exactement » demanda Sophie, cédant un peu. « Rue Saint-Jean, près de la cathédrale, » répondit Nicolas. « Tu pourrais aller travailler à pied. » La pluie s'intensifia, et ils durent courir jusqu'à un café proche pour s'abriter. Assis devant 2 tasses de chocolat chaud, ils poursuivirent leur conversation. « Pourquoi le projet de Villeurbanne est-il si important pour toi » demanda Sophie, changeant de sujet. « Seulement parce que c'était le rêve de ton père. » Nicolas la regarda, surpris par la question directe. « En partie, » admit-il, « mais aussi parce que je crois que c'est la bonne chose à faire. Nous avons construit trop d'espaces exclusifs, inaccessibles pour la majorité. Le projet de Villeurbanne est différent. Des logements de qualité à des prix raisonnables, des espaces communautaires, des espaces verts. » Ses yeux brillaient tandis qu'il parlait, et Sophie se rappela pourquoi elle se sentait si attirée par lui. Ce n'était pas seulement son physique ou sa position, c'était cette passion, cette vision de quelque chose de meilleur. « Le conseil veut l'annuler, » continua Nicolas. « Ils disent que ce n'est pas rentable, que ça nuit à notre image de luxe. Thomas est de leur côté. Ton frère travaille dans l'entreprise ?» demanda Sophie, surprise. « Il est directeur financier, » répondit Nicolas avec un sourire triste. « Malgré nos différents personnels, il est brillant avec les chiffres. » Sophie acquiesça, comprenant mieux la dynamique familiale. « Tu devrais peut-être lui parler, » suggéra-t-elle. « Pas du passé, mais de l'avenir. De ce que vous voulez tous les deux pour l'entreprise de votre père. » Nicolas la regarda longuement avant de répondre. « Tu as peut-être raison, » dit-il finalement. 3 ans ont passé. Il est peut-être temps d'essayer. Un tonnerre gronda au loin, et la pluie s'intensifia jusqu'à devenir un véritable orage. « On dirait que nous allons rester ici un moment, » commenta Nicolas, regardant par la fenêtre. « Ça te dérange ?» Sophie secoua la tête. « J'aime les orages, » confessa-t-elle. « Ma mère disait qu'ils purifient l'air, qu'après tout semble plus clair. La mienne disait quelque chose de similaire, » répondit Nicolas, surpris par la coïncidence. Bien que pour elle, les orages étaient des moments pour raconter des histoires. Nous nous réunissions dans le salon avec des bougies quand l'électricité se coupait, et elle nous racontait des histoires de son enfance à Bordeaux. Pour la première fois, Sophie vit Nicolas complètement détendu, parlant de sa mère avec affection. Elle aimait cette version de lui, loin des pressions du bureau et des fantômes du passé. « La vois-tu souvent, ta mère ?» demanda-t-elle. « Pas autant que je le devrais, » admit Nicolas. « Après les funérailles de mon père, elle est partie à Bordeaux. Elle dit que Lyon a trop de souvenirs. Nous parlons au téléphone, mais ce n'est pas pareil. Tu devrais lui rendre visite, » dit Sophie. « La famille est ce qu'il y a de plus important. » Nicolas acquiesça, pensif. « Je le ferai, » décida-t-il, après avoir résolu l'affaire de Villeurbanne, pour le meilleur ou pour le pire. L'intensité de la pluie diminua progressivement, jusqu'à devenir une légère bruine. Le crépuscule peignait le ciel de tons orangés et violets. « À propos de l'appartement, » commença Sophie. « Tu n'as pas à décider maintenant, » interrompit Nicolas. « Réfléchis-y, parle avec Julie. Si tu veux le voir d'abord, je peux l'arranger. » Sophie sourit. « J'allais dire que j'aimerais le voir, » précisa-t-elle, « si ce n'est pas trop demandé. » Le visage de Nicolas s'illumina. « Bien sûr que non. Demain, après le travail ?» Sophie acquiesça. Ils sortirent du café lorsque la pluie avait presque cessé. Les rues brillaient sous les lumières de la ville qui commençaient à s'allumer. « Je te raccompagne chez toi, » offrit Nicolas. « Ce n'est pas nécessaire, » répondit Sophie par habitude. « Je sais, » dit-il avec un sourire, « mais j'aimerais le faire, si tu me le permets. » Sophie céda,
et ils marchèrent côte à côte sans se toucher mais proches, dans un silence confortable qui en disait plus que des mots. À la porte de son immeuble, Nicolas s'arrêta. « Il y a autre chose que je dois te dire, » dit-il, soudainement sérieux. « Quelque chose que tu dois savoir avant de prendre une décision concernant l'appartement. » Sophie le regarda, expectative, sentant un nœud d'appréhension. « L'immeuble où tu vis actuellement, » continua Nicolas, visiblement mal à l'aise. « Le reconstruction l'a acheté il y a 3 semaines. C'est nous qui planifions la démolition. » Le monde de Sophie sembla s'arrêter. Le froid s'installa dans sa poitrine et elle recula d'un pas, s'éloignant de lui. « Toi » murmura-t-elle. « C'est toi le responsable de notre expulsion ?»« Je ne le savais pas » s'empressa d'expliquer Nicolas. « Pas jusqu'à hier. J'ai vérifié les nouveaux projets acquis et j'ai découvert que ton adresse correspondait à l'une des propriétés. C'était une terrible coïncidence. Je le jure. » Sophie le regarda fixement, cherchant la vérité dans ses yeux bleus. Il semblait sincère, mais la trahison se sentait trop profonde. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit immédiatement ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Parce que je voulais t'offrir une solution d'abord, » répondit Nicolas. « Parce que je savais comment tu réagirais. »« Comment je réagirais à quoi ? À la manipulation, au mensonge. » Les mots sortirent de Sophie comme des flèches empoisonnées. « Qu'as-tu d'autre caché, Nicolas ? » « Rien, je le jure, » répondit-il, désespéré. « Ce projet a été approuvé avant que je te connaisse. Il fait partie du plan d'expansion précédent, pas de ma nouvelle vision. Et ça devrait me consoler ?» Sophie sentait que les larmes menacèrent de couler, mais elle refusait de pleurer devant lui. « Ma sœur et moi allons perdre notre foyer pour que ton entreprise puisse construire... » « Quoi ? Plus de bureaux luxueux ? Plus d'appartements qu'aucune personne de ma classe sociale ne pourrait se permettre ? Sophie, s'il te plaît. » Nicolas essaya de s'approcher, mais elle recula. « Nous pouvons changer cela, je peux annuler le projet. Comme tu annuleras Villeurbanne quand le conseil le décidera. » Le mépris dans sa voix était palpable. « Je ne veux pas de ta charité, Nicolas. Je ne veux pas être ton projet de rédemption. Tu n'es pas un projet. » La frustration était évidente dans sa voix. « Tu es la femme qui m'a fait me souvenir pourquoi je suis entré dans ce métier en premier lieu. Celle qui m'a donné envie d'être meilleure. » Sophie secoua la tête, fermant momentanément les yeux. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement. « Je ne peux pas penser clairement maintenant. »« Je comprends, » répondit Nicolas, respectant son espace. « Prends le temps dont tu as besoin. Mais s'il te plaît, crois-moi quand je dis que je n'ai jamais voulu te blesser. » Sophie entra dans l'immeuble sans regarder en arrière et monta les escaliers avec des jambes tremblantes. Dans l'appartement, Julie l'attendait avec enthousiasme. « Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il t'a dit ?» demanda-t-elle avant de remarquer l'expression dévastée de sa sœur. « Sophie, qu'est-ce qui se passe ?» Sophie s'effondra sur le canapé et finalement laissa sortir les larmes qu'elle avait contenues. Elle raconta tout à Julie, à propos de Nicolas, de l'immeuble, de l'horrible coïncidence. « Crois-tu qu'il dit la vérité ?» demanda Julie quand Sophie termina son récit. « Qu'il ne le savait pas avant ? » « Je ne sais pas, » répondit Sophie honnêtement. « Je veux le croire, mais... »« Tu l'aimes ?» demanda Julie directement. Sophie la regarda, surprise. « Quoi ? Tu l'aimes ?» répéta sa sœur. « Parce qu'il est assez évident qu'il est amoureux de toi. C'est compliqué, » évita Sophie. « L'amour l'est toujours, » répondit Julie avec une sagesse inhabituelle pour ses 17 ans. « Mais parfois, les complications en valent la peine. » Sophie passa une nuit agitée, se réveillant constamment avec des pensées contradictoires. Au matin, elle prit une décision. Elle irait travailler, remplirait ses responsabilités, mais garderait ses distances avec Nicolas pendant qu'elle clarifiait ses sentiments. Cependant, en arrivant au bureau, elle trouva une atmosphère tendue. Les employés parlaient à voix basse et Claire l'intercepta dans le couloir. « Tu n'as pas entendu ?» demanda sa superviseure. « Il y a eu une réunion d'urgence du conseil ce matin à l'aube. Ils ont suspendu temporairement Nicolas de ses fonctions de PDG. » Le cœur de Sophie s'arrêta. « Quoi? Pourquoi ?»« Officiellement, pour un audit interne, » expliqua Claire. « Mais tout le monde sait que c'est à cause de Villeurbanne. Nicolas a refusé d'annuler le projet et a menacé d'utiliser son paquet d'actions pour forcer l'approbation. Son frère Thomas assumera les fonctions de PDG par intérim. » Sophie sentit que le sol bougeait sous ses pieds. Par impulsion, elle se dirigea vers le bureau de Nicolas, mais il était vide. Sur son bureau, un post-it avec son nom. « Je ne te blâme pas de douter de moi. Je le ferai aussi. Mais tout ce que j'ai ressenti, tout ce que j'ai dit, était réel. Je donnerai bataille pour Villeurbanne parce que c'est la bonne chose à faire. Si tu veux voir l'appartement, les clés sont chez le concierge. Il est à toi si tu le souhaites, quoi qu'il se passe entre nous. N. » Sophie garda la note dans sa poche, le cœur partagé entre l'inquiétude pour Nicolas et la confusion sur ses propres sentiments. La journée se déroula dans un brouillard de réunions tendues et de rumeurs constantes. À midi, Thomas Leroy réunit tout le personnel pour une annonce.
Comme vous le savez, mon frère est temporairement écarté de ses fonctions pendant que nous clarifions certaines irrégularités dans la gestion, dit-il d'une voix ferme. Je tiens à vous assurer que Leroy Construction reste engagé dans l'excellence qui nous caractérise. Les projets actuels continueront, à l'exception de Villeurbanne, qui est en cours de révision. Ses yeux s'arrêtèrent brièvement sur Sophie avec une intensité qui la mit mal à l'aise. Certains employés récemment recrutés pourraient être réaffectés à d'autres départements, continua Thomas. La directrice des ressources humaines communiquera individuellement avec les personnes concernées. Le message était clair pour Sophie. Son poste était en danger. Après le travail, sans savoir exactement pourquoi, Sophie se dirigea à l'adresse que Nicolas lui avait donnée. C'était un bel immeuble historique restauré, avec des balcons en fer forgé et une façade ocre. Le concierge, un homme âgé à l'expression aimable, l'accueillit avec un sourire. « Vous devez être mademoiselle Martin », dit-il. « Monsieur Leroy a laissé les clés ce matin. Appartement 3B, 2e étage. » Sophie monta les escaliers de marbre restaurés, admirant la rénovation soignée qui maintenait le caractère historique du bâtiment. En ouvrant la porte du 3B, elle retint son souffle. L'appartement était magnifique. Haut plafond avec poutres en bois apparentes, sol en terre cuite, grandes fenêtres donnant sur une cour intérieure pleine de plantes. Il était plus grand que son logement actuel, avec 2 chambres, une cuisine spacieuse et un balcon offrant une vue sur la cathédrale. Sur le comptoir de la cuisine se trouvait un dossier avec le contrat de location. Sophie l'examina, surprise de constater que le loyer était juste, même légèrement en dessous du prix du marché pour cette zone. Il n'y avait pas de conditions spéciales, de clauses cachées ni de petits caractères. Son téléphone sonna. C'était Julie. « Où es-tu » demanda sa sœur. « Il est tard et nous devons parler. La propriétaire est venue avec plus de nouvelles sur l'expulsion. »« Je visite un appartement, » répondit Sophie. « Je t'appellerai dès que j'aurai terminé. » Avant de raccrocher, elle prit une décision impulsive. « Julie, peux-tu venir ? Je veux que tu vois cet endroit. C'est rue Saint-Jean, immeuble Le Vieux Lion, appartement 3B. » Une demi-heure plus tard, Julie arrivait haletante d'avoir couru depuis l'arrêt de bus. « Cet endroit est incroyable !» s'exclama-t-elle en entrant. « Pouvons-nous nous le permettre ?» Sophie lui montra le contrat, lui expliquant la situation. « C'est de l'entreprise de Nicolas », conclut-elle. « Sans caution, nous pourrions emménager immédiatement. » Julie parcourut l'appartement, en silence, pensive, avant de s'asseoir près de sa sœur sur le rebord de la fenêtre. « Qu'est-ce qui te retient ?» demanda-t-elle finalement. « Cet endroit est parfait pour nous. Je ne veux rien lui devoir, » répondit Sophie. « Je ne veux pas qu'il pense qu'il peut m'acheter. »« Sophie, » dit Julie, prenant les mains de sa sœur, « parfois l'orgueil nous fait plus de mal que de bien. S'il utilisait cela pour te manipuler, il aurait mis des conditions, tu ne crois pas ?» Sophie regarda par la fenêtre vers la cathédrale illuminée au loin. « Il y a autre chose, » confessa-t-elle. « On l'a suspendu de l'entreprise, à cause du projet de Villeurbanne, pour avoir fait ce qui est juste. Et ça te fait sentir coupable, » admit Sophie. « Comme si j'étais en partie responsable de ce qui se passe, comme si, d'une certaine façon, je le trahissais en doutant de lui. » Julie sourit doucement. « Ce n'est pas de la culpabilité, ma sœur, » dit-elle avec douceur. « C'est de l'amour. » Sophie la regarda surprise, mais avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna à nouveau. C'était un numéro inconnu. « Sophie Martin ?» dit une voix féminine. « Je suis Hélène Leroy, la mère de Nicolas. J'ai besoin de vous parler, c'est urgent. » Le café de la cathédrale était un établissement élégant mais accueillant. Hélène Leroy, une femme d'une 60aine d'années avec le même bleu intense dans les yeux que ses fils, attendait à une table isolée. Elle portait une robe simple mais élégante, et ses cheveux argentés étaient rassemblés en un chignon impeccable. Elle dégageait cette sorte de dignité que seules les années et les combats surmontés peuvent conférer. « Merci d'être venue, » dit-elle en voyant arriver Sophie, qui était venue seule après avoir laissé Julie installer certaines de leurs affaires dans l'appartement. Elles avaient décidé de signer le bail, à condition que Sophie parle clairement avec Nicolas après. « Comment avez-vous obtenu mon numéro ?» demanda Sophie directement, s'asseyant en face d'elle. Hélène sourit légèrement, un geste qui lui rappela Nicolas. « Mon fils l'avait noté dans son agenda. Je suis venue de Bordeaux dès que j'ai appris sa suspension, » expliqua-t-elle. « Je l'ai trouvé dans son appartement, assez affecté. Il a mentionné votre nom plusieurs fois. » Sophie sentit un nœud dans sa gorge. « Est-ce qu'il va bien ?» demanda-t-elle avec une préoccupation sincère. « Physiquement, oui, » répondit Hélène. « Émotionnellement, c'est une autre histoire. Il se blâme de ne pas avoir prévu cela, de ne pas avoir mieux protégé le projet de Villeurbanne, d'avoir failli à son équipe, de vous avoir failli. » Sophie détourna le regard, mal à l'aise à l'idée que Nicolas ait parlé d'elle à sa mère. « Il ne me doit rien, » dit-elle avec plus de fermeté qu'elle n'en ressentait.
et je ne suis pas responsable de ses décisions professionnelles. Hélène la regarda intensément. L'étudiant. Vous savez, vous me rappelez moi-même il y a 40 ans, dit-elle avec un sourire nostalgique. Fière, indépendante, réticente à faire confiance. C'est ainsi que j'étais quand j'ai rencontré Pierre, le père de Nicolas. Avec tout le respect, Madame le Roi. Hélène, je vous en prie. Hélène, concéda Sophie, je ne crois pas que nos situations soient comparables. Peut-être pas, admit la femme plus âgée, mais je reconnais la peur quand je la vois. La peur de dépendre de quelqu'un, d'être vulnérable, que le bonheur puisse être à nouveau arraché. Sophie garda le silence, surprise par la précision avec laquelle cette femme, une parfaite inconnue, avait identifié ses peurs les plus profondes. « Je ne suis pas ici pour vous convaincre de quoi que ce soit, Sophie, » continua Hélène, sa voix s'adoucissant. « Je veux simplement vous raconter quelque chose sur mon fils que vous ne savez peut-être pas. Quelque chose qui pourrait vous aider à mieux comprendre ce qui est en jeu. » Sophie acquiesça, lui permettant de continuer. « Quand Pierre est mort, » commença Hélène, « quelque chose est mort aussi en Nicolas. C'était un homme différent avant, passionné, rêveur, parlant toujours de construire des lieux qui rendraient les gens heureux. Pierre et lui se disputaient constamment parce qu'ils avaient des visions différentes. Mon mari était pragmatique, prudent. Nicolas voulait innover, risquer. Mais ils se respectaient profondément. Hélène fit une pause pour boire une gorgée de son thé. Le jour où Pierre a subi la crise cardiaque, ils discutaient de la vente d'une partie de l'entreprise pour financer un projet similaire à celui de Villeurbanne. Ce n'est pas Nicolas qui s'y opposait, c'était Thomas. Nicolas soutenait son père, mais quand Pierre s'est effondré, Nicolas était plus proche. C'est lui qui l'a soutenu pendant qu'il tombait, lui qui a appelé l'ambulance, lui qui l'a supplié de tenir bon. Sophie écoutait attentivement, commençant à comprendre la distorsion que la douleur avait créée dans cette famille. Thomas, dans sa douleur, a blâmé Nicolas, continua Hélène. Et Nicolas, dévasté par la perte et la culpabilité, ne s'est pas défendu. Il a assumé la responsabilité de tout. Quand Thomas l'a accusé de s'opposer à la vente, de provoquer la crise cardiaque par son obstination, Nicolas l'a simplement accepté. « Pourquoi ?» demanda Sophie, confuse. « Pourquoi assumer une culpabilité qui n'était pas la sienne? Parce qu'il sentait qu'il avait échoué de toute façon, » répondit Hélène avec tristesse. « Pour ne pas avoir pu le sauver, pour ne pas avoir remarqué les symptômes plus tôt, pour 1000 raisons qui n'ont de sens que dans l'esprit de quelqu'un consumé par la douleur. Et pendant 3 ans, il s'est enterré dans le travail. Il est devenu l'homme d'affaires impitoyable dont son frère l'accusait d'être, comme une forme de pénitence. » Sophie sentit que les pièces s'emboîtaient, la solitude de Nicolas, son rituel hebdomadaire au parc, son obsession pour le projet de Villeurbanne. « Jusqu'à ce qu'il vous rencontre, » conclut Hélène, la regardant directement. « Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais quand je lui ai parlé hier, j'ai vu des lueurs de l'ancien Nicolas, du fils que je croyais perdu à jamais. » Le silence entre elles se remplit d'émotions non exprimées. « Que voulez-vous que je fasse ?» demanda finalement Sophie. « Rien que vous ne vouliez faire, » répondit Hélène avec douceur. « Je voulais simplement que vous connaissiez la vérité. Le reste dépend de vous. » Quand Sophie sortit du café, la nuit était tombée sur Lyon. Elle marcha sans but, assimilant tout ce qu'elle avait entendu. Son téléphone sonna. C'était un message de Julie l'informant qu'elle avait déjà déplacé certaines affaires dans le nouvel appartement et qu'elle y dormirait cette nuit. Sophie prit une décision. Elle arrêta un taxi et donna l'adresse de l'appartement de Nicolas. Le concierge la reconnut et la laissa monter sans l'annoncer. Quand Nicolas ouvrit la porte, Sophie retint son souffle. Il était négligé avec une barbe de plusieurs jours et des cernes profonds, rien à voir avec l'homme d'affaires impeccable que tout le monde connaissait. « Sophie, » dit-il surpris, « je ne m'attendais pas à te voir. Ta mère m'a raconté la vérité, » répondit-elle directement. « À propos de ton père, de Thomas, de tout. » Nicolas ferma les yeux momentanément, s'appuyant sur le cadre de la porte. « Elle n'aurait pas dû, » murmura-t-il. « Pourquoi, Nicolas ?» demanda Sophie, l'émotion brisant sa voix. « Pourquoi porter une culpabilité qui n'est pas la tienne? Peux-tu entrer ?» demanda-t-il, s'écartant pour la laisser passer. « Je ne veux pas avoir cette conversation dans le couloir. » L'appartement était dans la pénombre, avec seulement une lampe allumée dans le salon. Nicolas lui offrit un siège, mais Sophie préféra rester debout. « Ma mère t'a raconté sa version, » dit-il après un moment, mais elle n'était pas là. Elle n'a pas vu comment j'ai incité la discussion, comment j'ai poussé mon père à poursuivre le projet, malgré sa fatigue, malgré les signes qu'il ne se sentait pas bien. Mais tu soutenais son idée, insista Sophie. Tu ne t'y opposais pas. Les détails n'importent pas, répondit Nicolas, passant une main dans ses cheveux en désordre. Ce qui importe, c'est que si j'avais été plus attentif, moins égoïste, moins obsédé par mes propres visions,
Peut-être qu'il serait vivant aujourd'hui. Sophie s'approcha, prenant son visage entre ses mains, l'obligeant à la regarder. « Écoute-moi bien, Nicolas Leroy, dit-elle avec fermeté. Ton père est mort d'une crise cardiaque, pas parce que vous vous disputiez, pas parce que tu le poussais, mais parce qu'il était malade. C'était une tragédie, pas ta faute. » Les yeux bleus de Nicolas se remplirent de larmes contenues pendant 3 ans. « Tu ne peux pas le savoir, murmura-t-il. « Non, je ne peux pas, admit Sophie. Mais je sais ce que c'est que de porter une culpabilité qui te consume. Quand ma mère est morte, je me suis blâmé de ne pas avoir gagné assez d'argent pour de meilleurs traitements, de ne pas avoir remarqué les symptômes plus tôt, de l'avoir laissée seule si longtemps pendant que je travaillais. » Sophie sentit ses propres larmes couler sur ses joues. Mais un jour, Julie m'a dit quelque chose qui a tout changé. Maman ne voudrait pas que nous utilisions sa mémoire comme une condamnation. Elle voudrait qu'elle soit une inspiration. Que voudrait ton père, Nicolas? Que tu te punisses éternellement ou que tu réalises la vision que vous partagiez tous les deux? Quelque chose se brisa en Nicolas. Il serra Sophie avec force, et elle sentit comment il tremblait alors qu'il libérait enfin la douleur contenue pendant si longtemps. Elle le soutint en silence, comprenant que certaines blessures ne commencent à guérir que lorsqu'elles sont exposées à l'air. Quand ils se séparèrent finalement, Nicolas semblait différent, comme si un poids invisible avait été partiellement levé de ses épaules. « Nous avons signé le contrat de l'appartement, » dit Sophie, changeant de sujet. « Julie s'y installe déjà. » Nicolas sourit légèrement. « J'en suis heureux, » répondit-il. « C'est un bon endroit. Il appartenait à une grand-tante qui ne s'est jamais mariée. Elle l'a complètement rénové avant de le léguer à mon père. » Sophie acquiesça, pensant à quel point leur chemin semblait entrelacé. « Nicolas, à propos de ta suspension, » commença-t-elle. « Ne t'inquiète pas pour ça, » interrompit-il. « Je vais me battre pour Villeurbanne, pour l'entreprise, pour tout. J'ai déjà contacté les actionnaires minoritaires et plusieurs sont de mon côté. Lors de la réunion extraordinaire de demain, je présenterai mon cas. » Sophie le regarda avec fierté. « Puis-je faire quelque chose pour aider ?» demanda-t-elle. Nicolas sembla y réfléchir un moment. « En fait, oui, » répondit-il. « J'ai besoin que tu viennes avec moi à la réunion. Je veux que tu présentes personnellement ton design des espaces communautaires, que tu montres à tous pourquoi ce projet est important. » Sophie hésita. « Je ne suis pas actionnaire ni cadre, je ne sais pas si c'est approprié. »« C'est précisément pour cela, » insista Nicolas, la passion revenant dans sa voix. « Tu es la voix qu'ils ont besoin d'entendre. Pas la mienne, pas celle de Thomas, mais celle de quelqu'un qui comprend vraiment pour qui nous construisons. » Sophie vit la détermination dans ses yeux, le retour de l'homme passionné qu'Hélène avait décrit. « Je le ferai, » décida-t-elle, « mais à une condition. » « Laquelle ? » »« Qu'après, quel que soit le résultat, tu parleras avec Thomas. Tu essaieras d'arranger les choses. » Nicolas garda le silence un moment, mais finit par acquiescer. « J'essaierai, » promit-il. La réunion des actionnaires se tenait dans une salle de conférence au dernier étage de l'immeuble Leroy. Sophie, vêtue d'un tailleur vert émeraude qui mettait en valeur ses yeux, attendait nerveusement dans un salon adjacent pendant que les actionnaires prenaient place. Nicolas était arrivé tôt, révisant des documents avec son avocat. Julie l'avait aidé à préparer sa présentation la nuit précédente, travaillant jusqu'à l'aube pour que chaque détail soit parfait. Thomas Leroy entra dans la salle où Sophie attendait, la surprenant. « Alors c'est toi, Sophie, » dit-il l'étudiant avec curiosité. « Mon frère risque tout pour toi, et pour ce projet. »« Il ne le fait pas pour moi, » répondit Sophie calmement. « Il le fait parce que c'est la bonne chose à faire. » Thomas semblait sur le point de répondre durement, mais quelque chose l'arrêta. « Tu sais, pendant 3 ans, je l'ai haï, » confessa-t-il de façon inattendue. « Si intensément que c'est devenu ma raison de me lever chaque matin. Et maintenant, demanda Sophie quand il s'arrêta. « Notre mère m'a montré quelque chose hier, » continua Thomas. « Le dernier projet sur lequel notre père travaillait avant de mourir. Un projet de logements sociaux à Villeurbanne, presque identique à celui que Nicolas propose maintenant. » Sophie sentit un frisson. « L'as-tu dit à Nicolas ?» Thomas secoua la tête. « Je ne savais pas comment, » admit-il. « Après tout ce temps, je ne sais pas comment lui dire que je me suis peut-être trompé. »« Dis-le lui aujourd'hui, » suggéra Sophie avec douceur. « Lors de la réunion, utilise ton pouvoir de PDG par intérim pour faire ce qui est juste. » Thomas la regarda longuement avant de répondre. « Je ne sais pas si je peux, » dit-il finalement. « Le ressentiment a été mon compagnon pendant trop longtemps. »« Le pardon libère d'abord celui qui l'accorde, » répondit Sophie se rappelant les mots que sa mère disait souvent. « Ton père voudrait voir ses fils unis, pas divisés par sa mémoire. » Un assistant interrompit pour annoncer que la réunion commencerait dans 5 minutes. Thomas se dirigea vers la porte, mais s'arrêta avant de sortir. « J'espère que tu en vaux la peine, Sophie Martin, » dit-il sans la regarder. « Mon frère a beaucoup risqué pour toi. » Sophie allait le corriger, lui dire que ce n'était pas pour elle, mais elle comprit que d'une certaine façon il avait raison. L'amour pour elle
avait réveillé quelque chose en Nicolas, avait catalysé sa transformation. La réunion commença avec une tension palpable. Nicolas présenta son cas avec éloquence, expliquant comment le projet de Villeurbanne n'était pas seulement viable économiquement à long terme, mais représentait une nouvelle direction pour l'entreprise alignée avec les tendances mondiales de durabilité et de responsabilité sociale. Maintenant, dit Nicolas surprenant tout le monde, j'aimerais que vous écoutiez la personne dont la vision a donné forme à ce projet. Sophie Martin, notre nouvelle designer d'intérieur, vous présentera le concept d'espace communautaire qui est le cœur de Villeurbanne. Sophie entra dans la salle d'un pas ferme, consciente de tous les regards sur elle. Avec un calme professionnel, elle projeta ses designs et commença à expliquer non seulement les aspects techniques, mais aussi la philosophie qui les sous-tendait. Un foyer n'est pas seulement 4 murs et un toit, dit-elle, sa voix gagnant en assurance à chaque mot. C'est un lieu où se construisent des souvenirs, où l'on guérit, où l'on rêve. À Villeurbanne, nous ne construisons pas seulement des logements, nous créons une communauté. Pendant qu'elle parlait, Sophie remarqua comment certains actionnaires acquiesçaient, comment d'autres prenaient des notes. Elle vit Nicolas la regarder avec fierté, et Thomas l'observer avec une nouvelle expression, quelque chose entre le respect et la curiosité. Les espaces que j'ai conçus, continua-t-elle, intègrent des éléments traditionnels lyonnais avec des fonctionnalités modernes, des aires où les enfants peuvent jouer en sécurité pendant que les parents se réunissent, des jardins communautaires où les familles peuvent cultiver leurs propres aliments, des salles polyvalentes pour des célébrations, des ateliers, ou simplement pour que les voisins fassent connaissance. Quand elle termina sa présentation, il y eut un bref silence suivi de plusieurs questions techniques auxquelles Sophie répondit avec assurance. Finalement, l'un des plus anciens actionnaires prit la parole. « Travail impressionnant, mademoiselle Martin, dit-il. Mais la question demeure. Est-ce rentable ?» Avant que Nicolas ne puisse répondre, Thomas se leva. « Si vous me permettez, dit-il sa voix ferme, j'aimerais vous montrer quelque chose. » Il projeta une série de documents numérisés. Dessins à main levée, calculs, notes, ce sont les derniers designs sur lesquels notre père travaillait avant de mourir, expliqua Thomas, sa voix légèrement tremblante. Un projet de logements sociaux à Villeurbanne, pratiquement identique à celui que mon frère propose aujourd'hui. Un murmure parcourut la salle. Nicolas regardait les documents avec étonnement, reconnaissant l'écriture de son père. Pierre Leroy a fondé cette entreprise avec une vision, continua Thomas. Construire des espaces où les gens pourraient vivre dans la dignité, pas seulement des monuments à la richesse. Au fil des ans, cette vision s'est diluée sous les pressions commerciales. J'ai moi-même participé à cet éloignement de nos racines. Thomas regarda directement son frère. Nicolas ne l'a jamais oublié, dit-il. Et peut-être est-il temps que nous nous souvenions tous pourquoi nous sommes ici. Le vote qui suivit fut presque unanime. Le projet de Villeurbanne continuerait, Nicolas serait réintégré comme PDG et Thomas resterait directeur financier. Les frères Leroy dirigeraient ensemble la nouvelle étape de l'entreprise. Quand la réunion se termina, Nicolas chercha Sophie parmi la foule qui sortait, mais elle était déjà partie. Il laissa la célébration en suspens et alla directement à son bureau, où il la trouva en train de récupérer ses affaires. « Tu pars » demanda-t-il, confus. Sophie le regarda avec un sourire tranquille. « Je réorganise seulement » expliqua-t-elle. « Sylvie m'a offert une promotion, designer principal pour Villeurbanne, avec ma propre équipe. » Nicolas sourit largement. « Tu le mérites » dit-il. « Ta présentation était incroyable. »« Merci » répondit Sophie. « Mais je ne l'ai pas fait seule. Julie m'a aidé toute la nuit. » Nicolas s'approcha, prenant ses mains. « Sophie, tout ceci, tout ce qui se passe, c'est grâce à toi. » Elle secoua la tête. « Non, Nicolas, c'est toi qui as pris les décisions difficiles. Toi qui as risqué ta position pour ce que tu croyais juste. Je t'ai simplement rappelé qui tu étais vraiment. » Nicolas caressa doucement sa joue. « Puis-je t'inviter à dîner ce soir ?» demanda-t-il. « Pour célébrer, juste toi et moi. » Sophie acquiesça, sentant que cette fois, il n'y avait pas de raison de douter. 3 mois plus tard, la première phase du projet Villeurbanne était en pleine construction. Sophie, maintenant directrice du département de design social de Leroy Construction, supervisait personnellement chaque détail. Son équipe s'était agrandie et sa vision avait inspiré des changements dans d'autres projets de l'entreprise. Nicolas et Thomas avaient lentement reconstruit leur relation. Elle n'était pas parfaite, mais ils travaillaient ensemble avec une nouvelle compréhension et un respect mutuel. Hélène avait décidé de rester à Lyon pour un temps, heureuse de voir ses fils réconciliés. Julie avait commencé ses études de médecine avec une bourse partielle et le soutien inconditionnel de sa sœur. Le nouvel appartement était devenu un véritable foyer pour les deux. Un dimanche après-midi, Nicolas invita Sophie à faire une promenade. Il l'emmena au parc de la Tête d'Or, au même banc où tout avait commencé.
L'automne teignait les arbres d'or et de rouge, et une douce brise agitait les feuilles tombées autour d'eux. « Il y a 6 mois, je t'ai trouvé ici, » dit Nicolas, prenant sa main. « Tu étais brisé, j'étais brisé. 2 personnes, endommagées par la vie, s'accrochant à des culpabilités et des peurs. » Sophie sourit, se rappelant ce jour pluvieux qui avait tout changé. « Et maintenant, nous sommes ici, » répondit-elle. « Un peu moins brisé, un peu plus complet. » Nicolas sortit une petite boîte de sa poche. « Ce n'est pas une bague, » précisa-t-il en voyant l'expression de surprise sur le visage de Sophie. « Pas encore, c'est quelque chose de différent. » À l'intérieur de la boîte se trouvait une vieille clé en bronze avec un design complexe. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Sophie, confuse. « La clé de la maison de mes grands-parents à Villeurbanne, » expliqua Nicolas. « Un endroit abandonné depuis des années. Je veux la restaurer, lui redonner vie. Et je veux que ce soit toi qui la conçoive. » Sophie prit la clé, émue par la signification du geste. « Pour qui ?» demanda-t-elle. « Pour nous, » répondit Nicolas simplement. « Si tu le veux. Un endroit où nous pourrions recommencer, sans fantôme du passé. Une toile vierge. » Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux, mais cette fois c'étaient des larmes de bonheur. « J'ai besoin de temps, » dit-elle honnêtement. « Pas pour décider si je veux être avec toi, mais pour assimiler tout ce qui a changé dans ma vie. » Nicolas acquiesça, comprenant. « Nous avons tout le temps du monde, » répondit-il, embrassant doucement ses lèvres. « La maison a attendu des années. Elle peut attendre un peu plus. » Ils restèrent au parc jusqu'au coucher du soleil, parlant de l'avenir, de rêves partagés, de blessures qui avaient encore besoin de guérir. Ils n'étaient pas pressés. Ils avaient appris que les choses les plus précieuses, comme les grands bâtiments, ont besoin de fondations solides et de temps pour être construites correctement. 1 an plus tard, Sophie et Nicolas se marièrent dans le jardin de la maison restaurée à Villeurbanne. Julie, maintenant en 2e année de médecine, était la demoiselle d'honneur. Thomas fit un discours émouvant en tant que témoin de son frère. Hélène pleura de joie en voyant sa famille à nouveau réunie. La maison, magnifiquement restaurée selon le design de Sophie, combinait l'architecture traditionnelle avec des touches modernes. Chaque pièce racontait une histoire, chaque recoin reflétait l'amour et le dévouement avec lesquels elle avait été rénovée. Dans le salon principal, à l'intérieur d'une vitrine spéciale, reposait une coupe en cristal restaurée, la même que Sophie avait brisée lors de son premier jour au Caveau d'Or et que Nicolas avait achetée à Madame Dubois dans le cadre de son restaurant, maintenant géré par sa nièce avec des politiques plus justes pour les employés. « Pourquoi la garder ?» avait demandé Julie en la voyant. « Elle est cassée. » Sophie et Nicolas se regardèrent, partageant un sourire complice. « Pour nous rappeler, » répondit Sophie, « que parfois, les plus belles choses commencent par une rupture, et que ce qui est brisé, ajouta Nicolas en laçant sa femme, peut être restauré avec suffisamment de soin et d'amour. La coupe, avec ses lignes de réparation visibles mais élégantes, brillait sous la lumière du crépuscule qui entrait par les grandes fenêtres. Comme eux, elle portait ses cicatrices avec fierté, témoignage d'une histoire de chute et de résurrection, de dignité retrouvée et de cœur guéri. Comme cette coupe, ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient authentiques. Ils étaient réels, et cela, découvrirent-ils, était beaucoup plus précieux que la perfection. Cette histoire d'amour et de rédemption vous a-t-elle touché le cœur? Croyez-vous aux secondes chances? Partagez votre opinion dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus d'histoires qui touchent l'âme. Et dites-nous de quelle ville vous nous lisez. Votre soutien signifie tout pour moi.